Bonsoir à tous. On accueille aussi Florence qui est là. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les outils génératifs. Je partageais avec Elisabeth et André que parmi tous les 3 webinaires que nous avons organisés, c'est le webinaire qui a recueilli le plus d'attention et qui a attiré le plus de participants. Et c'était intéressant parce que vous allez voir ce qu'on va partager avec vous ce soir nous interroge sur la notion de l'outil. Bon. Et on aimerait bien avoir votre retour. Qu'est-ce qui a fait que ça vous a intéressé et que vous êtes aussi nombreux à ce webinaire? Voilà. Donc, bienvenue à tous. C'est un plaisir pour Elisabeth, André et moi de partager notre expérience de l'approche générative. Il y a des visages qu'on connaît, il y a des visages qu'on découvre, il y a des visages que je ne connais pas mais que j'ai vus par mail. Voilà, on va faire ensemble ce soir un voyage en terre générative, selon l'expression d'Elisabeth. Et ça va être sur les outils génératifs. Alors, tout d'abord, vous donner quelques éléments du programme. Ce webinaire va durer en fait 45 minutes à peu près, et ensuite on vous présentera une formation qu'on va donner. Vous pourrez à ce moment-là choisir de rester ou de quitter le webinaire, mais dans 45 minutes, on va d'abord vous dire ce qu'est un outil génératif. C'est vraiment une question importante avant de voir quels sont les outils génératifs, parce qu'un outil est relié à une vision du monde, à des croyances, à des principes. Edgar Schein a tendance à dire à des prémices. Et avant d'utiliser l'outil, c'est important d'être cohérent avec les prémices sur lesquelles il s'appuie pour pouvoir vraiment l'endosser et l'habiter pleinement. La deuxième question à laquelle on a envie de répondre ce soir, c'est aussi quelques exemples d'utilisation de ces outils génératifs. Et là, vous avez la chance d'avoir du 3 en 1 puisque vous avez 3 facilitateurs et 3 formateurs de facilitateurs ensemble, en la présence d'Elisabeth Falcon, en la présence d'André Tonard et en ma présence aussi. Donc, on va partager avec vous aussi comment on utilise ces outils, que vous fassiez le pont entre les prémices, l'état d'esprit qu'il y a derrière et en même temps l'utilisation concrète. Et ça vous permettra d'enrichir votre musette, idéalement, de ces outils. Et puis enfin, on abordera en dernière partie où apprendre la facilitation de ces outils génératifs. J'espère que ce programme vous convient. Alors, avant qu'on démarre, on voudrait un petit peu vous entendre et commencer aussi à les pratiquer, ces outils génératifs, pour que vous en ayez une petite expérience. On aimerait que, pour introduire ce webinaire, vous puissiez partager avec nous votre intention en étant ici, pour rebondir sur ce que nous disait Elisabeth, pourquoi vous êtes là, et de le faire d'une manière qui commence à être générative par un mot, et aussi par une image. Par exemple, moi, le mot qui me vient, c'est le mot partage, et l'image qui me vient, c'est ça. C'est le souffle, une sorte de souffle sur une mer et des petites vagues sur la mer. Elisabeth, par exemple, ton intention pour ce webinaire? Alors, mon intention, c'est vraiment d'être dans le partage et au service, de vous entendre et de répondre un peu à vos besoins. Le mot qui me vient, enfin, il y en a 2, ombre et lumière. Je suis vraiment beaucoup d'ombre et beaucoup de lumière autour de moi. Voilà, ce mot qui me geste, c'est cette notion de partage. Okay. Merci. Et André? Le mot qui me vient, c'est la joie, la joie de partager, pour rebondir sur ma collègue, cette joie d'être ensemble, cette joie de partager tout ce qui peut se passer dans une séance, dans un séminaire, dans une facilitation. Et l'image qui me vient, c'est celle d'un feu d'artifice. Ok. Très bien. Alors, pour que ce soit facile pour vous ce soir, puisqu'on va tenter de générer aussi un peu d'interactivité, bienvenue aussi sur la plateforme Zoom. La plateforme Zoom est une plateforme interactive qui vous permet de faire ce webinaire et d'interagir avec vous. Donc, juste sur l'interface, vous voyez en bas la possibilité d'écrire dans le chat si jamais le son ne passe pas. Vous l'entendiez il y a quelques instants.
vous entendiez, il y avait du bruit, donc je me suis permis de mettre en muet parce que je peux contrôler qui parle. Donc, si à un moment donné vous avez du bruit dans votre environnement, merci de vous mettre en muet. Hein, c'est simplement une façon le petit micro qui est en bas à gauche que vous cliquez qui vous permet de vous mettre en muet. Si vous voulez prendre la parole de la même manière, vous pouvez ouvrir le micro et parler facilement. Comme ça, on a une bonne qualité d'audio et une bonne fluidité dans le déroulement du webinaire. Alors, qui veut avoir la chance de commencer à présenter de la même manière que Elisabeth, André et moi on l'a fait, de présenter son intention? Ah, Christian vient d'arriver. Salut Christian. Bonjour Christian. Coucou Jean-François, Elisabeth. Qui veut bien démarrer? Un mot, une image. Eh bien, je veux bien prendre. Ah, ça m'étonne, Claire. Mon mot à moi, mon intention, je crois que c'est surtout retrouvailles. Ouais. Et j'hésite entre deux gestes, entre un cœur qui bat et une paire de jumelles. Ok, merci. Merci Claire. Qui prend la suite? Moi, je veux bien y aller. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors, pour le mot, c'était quelque chose autour du fourmillement et ça va avec le geste et le ressenti, en fait. Donc, c'est deux en un. Ah, fourmillement. Ok. Merci Christelle. Ouais. Qui prend la suite? Alors, je vais le prendre. Ok. Mon intention, c'est inventivité, le mot. Et l'image, c'est des étoiles dans le ciel qui sont sans limite. Ok. Les étoiles dans le ciel qui sont sans limite. Merci Christian. Qui continue? Alors, il y a Florence, il y a Hélène, il y a Arturo. Il y a aussi un 002 358. Qui se lance? Sinon, on t'interpelle. Hein. Florence? Oui, j'essayais de reconnecter mon micro, c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Je viens y aller, en effet. Bonjour. Bonjour Florence. Je suis très heureuse de vous rejoindre là. Alors, mon intention pour ce webinaire, c'est d'être en reliance. Hein, et l'image qui me vient, c'est le fil là. Je ne sais pas si vous me voyez parce que moi, je ne me vois pas à l'écran. Nous non plus, on ne te voit pas. Ouais. Ah, alors je ne sais pas comment activer parce que ma caméra est pourtant allumée. Donc, ouais. Ah, ça y est, non. C'est en bas à gauche aussi, c'est marqué caméra. Tu vois si ça va? Oui, elle est allumée. Alors, je ne sais pas. Écoute, décris-nous ce qu'on devrait voir. Alors, j'ai les deux mains qui se joignent par le bout des doigts et puis qui s'étirent comme ça de part et d'autre pour former un fil infini. Ok, d'où la reliance. Ok. Oui. Et merci Florence. Qui continue? Arturo, Hélène? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Arturo. J'ai un problème avec ma caméra. Et bon, là, mon intention aujourd'hui, c'est surtout apprendre plus sur les génératifs. C'est l'apprentissage. Et le mot que j'ai eu, c'est la collaboration. Et l'image qui me vient à l'esprit, c'est une table ronde. Ah, ok. Collaboration et table ronde. Merci. Qui continue? Qui ose? Qui parle maintenant? Bon, moi je veux bien. Vous m'entendez? Très bien. Alors, du coup, je m'appelle Solange en fait, et je n'ai pas encore réussi à trouver comment enlever ce 002358, mais un jour j'y arriverai. Je vous ai rejoint un peu avec du retard, donc du coup, je ne sais pas si je vais être dans la tonalité. Voilà. En tous les cas, pour moi, ce webinaire, c'est pour
connaître en fait, mieux connaître les outils de facilitation. Voilà, je suis en train de monter en compétence sur ce sujet, et donc c'est pour ça que voilà que ce webinaire m'intéresse. S'il y avait une image qui illustre ton intention de découvrir les outils de facilitation, ce serait quoi? Une étoile. Une étoile. Il y a 2 étoiles ce soir. 2 étoiles ce soir dans un ciel infini. Ok, merci. Est-ce qu'on a entendu tout le monde? Alors là, j'ai ni l'image, mais j'ai juste un nom qui s'appelle Delia Keboué. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ton intention en étant présente à ce webinaire? Est-ce que tu nous entends? Non, une fois, non, 2 fois, non, 3 fois. Bon, alors on va continuer. En tout cas, merci à chacun d'avoir présenté votre intention. Et il y a peut-être un message écrit qui arrive. Oui, ce webinaire, si je n'ai pas commis d'erreur, il est enregistré, Claire. Je vais le vérifier. C'est ça, c'est le cas. C'est le cas. Merci, Elisabeth. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le sujet, c'est important aussi qu'on prenne vraiment un bref instant pour vous dire qui nous sommes. Donc, André a mon amitié infinie puisque ça a été un de mes formateurs. Elisabeth aussi a été une de mes formatrices. Il a été mon partenaire, comme l'est aussi Elisabeth, dans l'animation de formation de facilitateurs. Claire a pu en bénéficier. Ça fait plaisir de garder le lien. Donc, on va simplement permettre à chacun d'entre nous de dire 1 ou 2 mots sur nous, et puis ensuite on lance le sujet. Alors, comme les dames d'abord, Elisabeth, tu veux bien nous dire 2-3 mots sur toi? Alors, 2-3 mots. Ce qui m'intéresse, moi, à travers ce parcours, c'est cette notion de générativité. Première vie, contrôleur de gestion. La générativité, c'est aussi comment on tire les ressources de l'ombre et des obstacles que l'on peut rencontrer. Donc, à travers cette ombre, ces obstacles, le parcours de vie, le levier m'a amené à cette posture de coach, consultant et en l'occurrence facilitateur en intelligence collective. J'ai parlé, merci. Merci Elisabeth. André? De manière un peu parallèle à Elisabeth, je suis un actuaire au début, quelqu'un qui est dans les maths beaucoup, dans les formules matricielles, et aussi un manager. Et voilà, j'ai dû aussi sortir de cette part d'ombre en disant je voudrais être autre chose qu'un manager, et donc de me conduire vers ce coaching et surtout cette facilitation en intelligence collective. J'ai dit. Ok. Et puis, moi, je suis de formation infirmier, cadre infirmier. J'ai toujours été passionné par le prendre soin. Et je m'aperçois qu'au début, j'avais envie de prendre soin des individus et qu'en même temps, j'avais envie aussi d'avoir un impact plus grand en prenant soin des collectifs. Donc, voilà, je me suis formé coach, médiateur, facilitateur et puis récemment superviseur. Donc, voilà, un chemin qui continue. Voilà, nous avons en commun tous les 3 d'être des formateurs certifiés SFM. 2-3 mots sur SFM, c'est Success Factor Modeling, c'est la modélisation des facteurs de succès, un travail que Robert Dilts, que certains d'entre vous connaissent, qui répond à une question de quelle est la différence qui fait la différence dans les groupes, dans les équipes, et qui fonctionne de façon optimum. Donc, ce que nous avons appris tous les 3, c'est cette tendance ou cette capacité à modéliser ce qui marche et qui fait la différence entre les équipes moyennes et les équipes qui fonctionnent à haut niveau. Et ce travail des outils génératifs est à la fois une modélisation. On s'est aperçu que effectivement les équipes qui étaient performantes étaient dans des collaborations génératives, et en même temps c'est des outils qu'on partage puisque le but de la modélisation des facteurs de succès, c'est de pouvoir apprendre ces modèles pour soi-même les utiliser dans son équipe ou dans la facilitation qu'on a à réaliser. Donc c'est ce qu'on va présenter, on va vous présenter ce soir, et on va commencer par un élément qui me tient à cœur, et Elisabeth et André aussi, c'est que ces outils génératifs s'inscrivent dans une vision de la facilitation qui est commune avec le champ de la facilitation, c'est-à-dire qu'ils sont au service de la dynamique évolutive et créative des groupes et des équipes. Donc ça, jusque-là, c'est commun avec tous les autres outils.
Ce qui est aussi commun, c'est qu'il repose sur des principes de la facilitation professionnelle. C'est-à-dire que on ne peut pas, avec ces outils, faire abstraction de poser un cadre structurant et protecteur pour les participants, par exemple. Ça n'empêche pas. On ne peut pas utiliser ces outils et dire ben non, on n'a pas d'objectif et il n'y a pas de direction à ce travail. Ça, on ne peut pas s'en priver, comme tous les outils de facilitation. On ne peut pas non plus faire abstraction des 3 phases de tout processus d'intelligence collective que sont la résonance, c'est-à-dire la capacité à générer chez les participants une résonance entre eux, autour de cet objectif et autour de la relation et autour de la vision derrière le projet. Ensuite, la synergie, comment on met en commun dans la résonance ce qui est commun entre nous. Dans la synergie, c'est comment on va mettre en commun ce qui est différent entre nous. Et enfin, l'émergence, quand je mets en présence des polarités différentes, je crée une tension créative qui permet l'émergence de quelque chose de nouveau. Et c'est la définition de la générativité, c'est la capacité à donner naissance à quelque chose qui n'était pas là avant. Donc, ça aussi, ça fait partie des outils génératifs, s'appuient sur ces 3 bases-là. Et enfin, très important, Christian, on en a fait l'expérience l'autre jour, c'est aussi l'importance de la capacité de notre client à se laisser surprendre et à sortir des réponses toutes faites. Si vous avez un client en facilitation qui attend un résultat défini, vous n'êtes plus dans l'émergence, vous n'êtes plus dans la facilitation d'une certaine manière, vous êtes dans le coaching, vous êtes dans le consulting. Vous dites, vous avez une idée précise de là où vous voulez aller. Donc, les outils génératifs s'inscrivent dans ce cadre-là et ils sont en commun tous ces principes-là. Mais la différence qui fait la différence, et là je vais passer la parole à Elisabeth, c'est qu'est-ce qu'un outil génératif ? C'est très important ce que vient de dire Jean-François, parce qu'en fait, ces outils génératifs sont d'une telle puissance que s'il n'y a pas ce cadre sécurisant et structurant, la surprise et l'impact peut peut générer des aspects négatifs, des dégâts collatéraux, dirons-nous. Un outil génératif, c'est d'abord une posture. C'est vraiment la capacité à tirer parti aussi des ressources de l'ombre et des obstacles eux-mêmes. Et dans ce monde effectivement VUCA, VICA en français, volatile, incertain, complexe et ambigu, c'est cette idée que si on n'est pas à l'aise et si on n'arrive pas à gérer, à avancer avec l'intégration de cette ombre et des ressources qu'elle porte en elle-même, on n'arrivera pas à générer les émergences qui pourront y répondre. Donc, par rapport à cette posture, il y a un certain nombre de principes, de croyances qui vont nous aider, et notamment celle-ci qui est peut-être, tous sont importants, la capacité que nous devons avoir à tenir les opposés. Fonctionner et accompagner des outils génératifs, c'est être vraiment dans la posture. Une chose que vous allez générer va forcément entraîner son contraire. À partir de là, la posture d'un facilitateur génératif va vraiment se jouer dans cette capacité à créer le contenant qui va porter ses opposés. Chaque fois que vous allez chercher à aller dans une direction, vous allez générer le contraire. Plus vous allez générer de lumière, plus vous allez aller vers la lumière, plus vous allez générer d'ombre. L'idée globale est là. Ce que dit Elisabeth, c'est essentiel, c'est qu'en tant que facilitateur génératif, la capacité à contenir ses opposés et ses complémentarités le plus sereinement possible fait partie de ces principes-là. C'est-à-dire que quand dans le groupe, en facilitation, tout d'un coup, il y a du flou, il y a du chaos, le groupe ne sait plus tout à fait où il va, le groupe doute de sa capacité, eh bien, c'est là où l'outil génératif, finalement, intrinsèquement, possède son opposé. Et donc, le facilitateur est de plus en plus serein avec les situations où ça ne se passe pas comme prévu, où le chaos survient. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Elisabeth. Vas-y, reprends. C'était là l'idée essentielle. Donc, dans la posture du facilitateur génératif, l'idée face à un obstacle, ça va être « Ok, il y a un obstacle, il y a une ombre, il y a un potentiel ». C'est vraiment être assez serein et être dans l'accueil, dans l'incertitude et en confiance avec le fait que
de cette ombre, de cet obstacle vont sortir les ressources qui vont vous servir non seulement à le traverser, mais à accéder au niveau, nous on parle de niveau de développement supérieur quelque part, que l'obstacle en fait recèle, porte en lui-même les ressources nécessaires pour avancer. Et la notion de générativité est d'autant plus exponentielle qu'on ne va pas écarter l'ombre ou l'obstacle, on va les intégrer et on va tirer parti de leurs ressources, des ressources qu'ils portent. Voilà. C'est l'idée en fait qu'au niveau de la structure profonde, et on parlera d'un outil opérationnel, on va dire, enfin plus le tétralème un petit peu plus tard, c'est l'idée qu'au niveau de la structure profonde, il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a pas une chose et son opposé. Ces deux choses existent et vont permettre de générer une émergence, une solution appropriée. Voilà. Donc, j'ai vu que Claire demandait un exemple. Bon, j'en ai un si tu veux, Elisabeth, qui me vient. Volontiers. En plus, je te donnerai la parole, André. Je suis avec un client, c'est une fondation qui possède plusieurs établissements de santé qui souhaitent réfléchir sur le management par la bienveillance. Et on est en pleine session de facilitation et la responsable des ressources humaines vient me voir et me fait oh là là, mais on n'est pas du tout dans la direction là où on va, c'est pas là où on doit aller. Et la capacité à savoir que quand on va dans une direction qu'on avait bien travaillé avant, de toute façon, l'opposé va venir. On pourrait appeler ça caricaturalement, les résistances vont émerger, toutes les raisons de ne pas, tous les doutes de ne pas, toutes les raisons de ne pas y aller vont émerger. Et la capacité dans ces outils et chez le facilitateur de tenir cette posture et d'être le plus serein possible dans ce qu'on pourrait appeler aussi dans la courbe du U, pour justement, comme le disait Elisabeth, cette tension qui est entre des pôles différents va générer une tension créative d'où l'émergence peut naître. André, tu veux ajouter autre chose? Je voulais donner un exemple d'un comité de direction, d'un comité exécutif que je facilitais. Et tout d'un coup, dans ce comité exécutif, il y a le directeur financier, le DAF, suite à la discussion, qui se lève et clappe la porte. Hein. Bon, d'abord, il y a vraiment un état où la plupart des personnes ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Donc, on a ce qu'on nomme, nous, cet état crash. Il y a la responsable, la CEO, qui dit on s'en fout, on continue sans lui. Et puis, il y a tout un état comme ça à un moment donné où la plupart des participants ne savent pas qu'ils sont faire. D'un côté, ne sont pas contents parce que la personne est partie, de l'autre veulent continuer. Et donc, de fait, c'est accueillir cette résistance de cette personne qui s'est levée, qui est sortie et voir ce qu'on en fait, voir pourquoi ça s'est passé. Donc, c'est ça aussi, c'est un exemple très concret où j'ai utilisé un outil génératif pour sortir de cette solution où, à la limite, les différents membres étaient un peu paumés par quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Parce que jamais personne ne s'est élevé, clapé la porte dans un comité de direction. Ça répond à ta question, Claire? Ok, super. Super. Ce que je voudrais ajouter par rapport à la notion de posture générative face à l'obstacle, j'ai eu le cas juste cet après-midi. Il y a cette idée que face à un obstacle, il y a des énergies archétypales que nous pouvons utiliser pour, tromper l'obstacle, le déstabiliser et générer autre chose. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'avais le cas d'une personne qui craignait une communication non authentique dans son organisation pour mettre en place, bien sûr, une démarche d'intelligence collective. À partir de là, l'idée face à cet obstacle-là qu'elle a incarné, qu'elle a décrit, enfin tout ça, c'est OK, est-ce que je le gère avec une énergie de tendresse, par exemple? Est-ce que je le gère avec une énergie de joie, de jeu, ou est-ce que je le gère avec une énergie de combativité? Et en fonction du type d'énergie que l'on va mettre en place face à un obstacle, il va plus ou moins disparaître. En tout cas, on va être plus en capacité de l'accompagner, de l'intégrer. Il y a cette notion qu'un obstacle, il est là, on fait avec, mais il y a vraiment moyen de quelque part lui faire perdre de sa consistance et en tirer les ressources. Ça nous amène au deuxième point qui est qu'un outil génératif s'appuie sur un état génératif du facilitateur et des participants. Vous en comprenez encore plus l'importance.
quand André décrit son exemple, quand Elisabeth décrit son exemple. Si je me trouve face à un obstacle à l'extérieur et que intérieurement, je suis moi-même dans un état d'obstacle, eh ben, en fait, j'ai deux obstacles à franchir. Le mien et la situation extérieure. Alors que si je crée un état ressource face à l'obstacle, ben, je crée une opportunité de dépasser cet obstacle. C'est pour ça que dans la facilitation générative, dans ces outils génératifs, on va beaucoup insister sur dans quel état sont mes participants et comment créer chez ces participants un état qu'on va appeler génératif. Derrière ça, il y a des principes que sont la notion de holon et de holographie, qui sont des principes d'Arthur Koestler autour de cette notion de tout. Vous avez entendu hologramme, vous entendez holistique. C'est l'idée que chaque individu est un holon, c'est-à-dire qu'il est un tout, mais qu'en même temps, il fait partie de tout plus grand. C'est-à-dire que moi, je suis un tout, c'est-à-dire que je suis fait d'atomes, de molécules, de cellules, d'organes. Donc, c'est des petits tout qui forment un grand tout qui s'appelle Jean-François. Mais en tant qu'individu, je suis aussi membre d'autres holons que sont ma famille, que sont ma communauté, que sont mes partenaires, que sont mon village, ma ville, mon pays, mon continent, ma planète, mon univers, les animaux, les plantes, le soleil. Enfin voilà, je fais partie de différents holons. Et quand j'insiste sur la notion d'état génératif, un outil génératif, il s'appuie sur l'état de tout, du plus grand nombre de parties du holon en même temps. C'est-à-dire que si moi je suis dans un état génératif en tant que facilitateur, mais que mes participants, eux, sont dans un état qu'on va appeler crash, eh bien, la puissance de l'outil va être largement diminuée parce qu'on va avoir des comportements qui sont souvent des comportements stéréotypés. On va retrouver des idées qu'on connaissait déjà et on ne sera pas très génératif, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner naissance à des idées qu'on n'aurait jamais eues autrement. Donc, c'est vraiment essentiel, cette notion d'état. Et ça me fait penser à Otto Scharmer, qui est donc un des pères de la théorie U en facilitation, qui dit que l'issue d'une facilitation dépend grandement de l'état du facilitateur. Ben oui, parce que dès que, face à un groupe qui résiste, je me braque, eh ben, ça y est, il y a deux obstacles qui se rencontrent. Alors que si, et on vous montrera tout à l'heure l'outil qu'on utilise très souvent, si justement je me mets dans cet état coach et que je me mets dans cet état génératif, eh bien, je peux danser avec l'obstacle. Oui, et ça ne se fait pas du jour au lendemain quelque part. C'est vraiment la pratique régulière, quotidienne. C'est comme un sportif. Hein. C'est vraiment la pratique que vous allez avoir qui va faire en sorte qu'à un moment donné où il y a cette difficulté, où il y a un crash, vous avez la capacité de l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et sachant que ce n'est pas non plus une baguette magique, on grandit avec tout ce système. Ça veut dire que tôt ou tard, vous allez accéder à un autre niveau, un autre état, un autre contenant quelque part supérieur, et que potentiellement, vous pouvez aussi vous retrouver en crash. Donc là, ça veut dire, OK, il y a quelque chose qui grandit autour de moi, j'ai à me réajuster, ou il y a quelque chose qui me surprend dans le système, qu'est-ce que je mets en place pour continuer à grandir en corrélation avec ce système. Il y a vraiment une notion, ce que disait Jean-François, hein, à un moment donné, de relation entre intérieur, extérieur et comment on tient tout ça. En vrai, j'aime bien aussi ce mot, je le cite souvent de Marine Simon qui dit que le facilitateur est le gardien de la membrane. Hein, donc, de fait, l'équipe avec laquelle vous allez travailler, c'est une membrane. Une membrane, c'est vivant. Elle peut bien aller, elle peut mal aller. Vous faites aussi partie de cette membrane, mais que pour que cette membrane vive bien, il faut d'abord que vous, comme facilitateur, vous alliez bien, mais que vous pouviez accueillir ce qui peut aller moins bien dans cette membrane, qui se fait qu'à un moment donné, cette membrane casse, parce que la membrane peut casser, parce qu'un de ses membres n'est pas bien. Et donc, tout ça, c'est une autre manière de montrer, d'imaginer ce que mes collègues viennent de dire. Je suis dans une membrane, je suis gardien de cette membrane en tant que facilitateur, mais moi, je dois aller bien, je dois la faire vivre. Et si à un moment donné, elle casse ou elle va moins bien, c'est mon rôle d'accueillir ça pour que de toute façon, elle continue à vivre. J'ai formé quelques facilitateurs internes pendant 1 heure, un jour, parce qu'on animait un World Café. Et je me souviens
d'un des participants qui avait osé venir au paperboard, jouer le facilitateur. Et il donnait la parole comme ça, il distribuait la parole. Et puis, à un moment donné, on lui a dit, mais pourquoi tu notes pas? Et il a répondu, bah, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et en facilitation, y a pas, la question n'est pas est-ce que je suis d'accord ou pas, c'est qu'est-ce qui émerge et qu'est-ce qui est là. Et on est vraiment dans un principe de réalité. C'est on danse avec la réalité dans la facilitation. Et c'est parfois facile et parfois ça l'est moins. Alors, troisième et dernier. Cette image, elle revient régulièrement, la notion de danse, mais c'est vraiment ça, hein, c'est gagner en flexibilité. La danse, il y a des disciplines génératives qui vont aider à monter en puissance dans ce domaine. Merci. De rien, de rien. Et pour terminer sur ces principes, hein, vous en voyez l'importance. Hein, il y a vraiment tout un background dans la facilitation et les outils génératifs auxquels on se réfère et sur lesquels on s'appuie pour donner de la cohérence à ces outils. Et la dernière, c'est évidemment que ces outils s'appuient sur les intelligences multiples. André, tu veux nous dire des choses sur les intelligences multiples? Oui, en fait, c'est un principe qui a d'abord été utilisé aussi dans l'éducation. Hein, on s'est rendu compte aussi que les enfants avaient des intelligences multiples et que souvent elles n'étaient pas mises en œuvre. Donc, c'est ce principe que dans chacun d'entre nous, il y a différents types d'intelligence, hein, et que plus nous allons nous ouvrir à ces différentes intelligences que nous avons en nous et qui, de fait, sont déjà présentes chez l'enfant, plus il y aura cette richesse de partage qui peut être entre nous et que nous pouvons faire vivre. Hein, donc, on parle déjà d'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Hein, on parle aussi pour revenir à ce qu'on a dit précédemment, hein, il va avoir l'intelligence émotionnelle, bien entendu, qui est quelque chose qui est fort à la mode pour le moment, puisque on ne parle plus de quotient intellectuel, mais bien de quotient émotionnel. Donc, l'ouverture d'un groupe à l'intelligence émotionnelle, quelque chose qui est très important. J'étais la semaine dernière, je facilitais un groupe d'ingénieurs dans une société qui travaille vraiment sur des principes scientifiques. Et pour eux, ils disaient nous n'avons pas à partager notre émotion en milieu professionnel. Hein, donc, vous voyez. Okay. Et puis, j'insiste aussi sur la dernière qui est pour moi la plus importante, c'est l'intelligence du champ. Hein, donc, ce groupe, cette équipe que nous allons faire, il y a le champ qui est là, qui est le champ que nous sommes. Il y a un champ qui est plus grand que nous. Et cette intelligence de comprendre que le fait d'être plusieurs ensemble va créer cette intelligence du champ, l'intelligence de la relation est quelque chose aussi primordial. Donc, nous n'avons pas une intelligence, mais une somme d'intelligences. Et plus ces intelligences seront mises en œuvre, plus on sera dans une facilitation qui sera grande. Et ce que dit André est vraiment au cœur de cette formule mathématique. En intelligence collective, on cherche le 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est génératif quand tout d'un coup, on arrive à créer au sein d'un groupe, d'un collectif, cette collaboration générative où la somme des individus est moins grande que simplement le fait de les mettre ensemble. Et au contraire, quand on les met ensemble dans cet état génératif, on obtient plus que la somme des individus grâce à ces différentes intelligences. Souvent, on nous fait l'appel à nous en tant que facilitateurs pour accompagner les transformations, de générer une dynamique de groupe. Eh bien, il faut de l'énergie et l'émotion, le corps, l'intelligence du champ sont des lieux où de l'énergie circule, l'énergie émotionnelle, l'énergie relationnelle. Et apprendre à sentir dans quel état est un groupe fait partie de ces outils et fait partie de ces compétences du facilitateur. Elisabeth? Oui, moi, voilà, ce qui me paraît vraiment important là, ce sont ces notions de démultiplier les perspectives à partir desquelles on va accueillir une situation. C'est qu'au niveau de la structure profonde, il n'y a pas d'opposition et que les oppositions vont générer des solutions. Ça, on l'a déjà un petit peu évoqué. Et il y a une intelligence, effectivement, l'intelligence esthétique, dont on va parler de plus en plus, à mon sens. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'aspect esthétique. Ça n'a rien à voir avec des moyens, avec des choses, avec des objets. C'est vraiment une question, en PNL, on parle d'élégance. C'est comment je suis en relation, moi, avec moi, pour être en
relation aussi avec les autres à partir de la meilleure version de moi-même et dans une perspective de développement permanent, d'amélioration permanente. Pardon. C'est cette notion, ben voilà, un chant d'oiseau, une musique, une odeur, un bien-être à un moment donné, vous devez le sentir, j'en suis certaine, c'est comment ça nous élève, comment ça nous porte. C'est cette notion que l'art, la beauté élève. Voilà, enfin, après ce sont de vastes débats, mais c'est comment je me considère, comment je me traite et comment je traite les interactions dans lesquelles je suis, comment je traite l'environnement, pour que tout ça, ça monte en vibration, en chant, en qualité d'être. Voilà. Je vous donne juste un exemple concret. Je suis actuellement dans un hôtel 5 étoiles. C'est la deuxième fois de ma vie. Aussi. Et je suis en train de travailler, on fait un séminaire sur le nouveau nom d'un nouveau projet. Et ça faisait une semaine qu'on le cherchait. Et d'être dans cet univers hyper design, où tout est beau, tout est bon, tout est lumineux, tout est choisi, les matières. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, le nom est venu, le logo est venu. Parce que ce chant génère aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller dans des séminaires à 5 étoiles à chaque fois. Il y a la nature aussi, c'est parfois le 6 étoiles qui existe. La nature peut être à 6 étoiles aussi. Mais c'est pour vous dire aussi que ça dépend de la résonance. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, vous comprenez que si on vous présentait que ces outils sans en voir le contexte ni les éléments des croyances qu'il y a derrière, et des prémices, des concepts sur lesquels ils se reposent, ce serait juste des coquilles vides. Et maintenant, on peut partager avec vous quelques outils qu'on utilise dans nos facilitations. Et tout d'abord, on voudrait vous faire vivre ce qu'on va appeler un état coach. C'est l'état de préparation du facilitateur. C'est en gros, si vous êtes dans la facilitation générative, c'est le niveau à la fois ceinture blanche et ceinture noire à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facilitation sans les principes que l'état coach vous propose. Donc, je vous invite à lâcher vos stylos, lâcher vos écrans, lâcher vos claviers et à prendre un moment pour simplement venir vous centrer et porter votre attention, et je répondrai à Christelle juste après, portez votre attention dans votre bassin et venez au centre. Il y a un principe en PNL qui dit que l'énergie suit l'attention. Si vous portez votre attention dans votre centre, l'énergie se concentre dans votre centre. Libérez votre respiration, libérez votre bassin. Et de ce centrage peut naître maintenant, si vous êtes bien centré, peut naître une certaine ouverture dans le thorax, dans les épaules, dans la poitrine, parce que vous pouvez relâcher les épaules, commencer à vous ouvrir. C'est le haut de l'état coach, l'ouverture. Et si vous êtes centré et que vous commencez à vous ouvrir, vous pouvez commencer à devenir curieux et attentif à vos sensations, à être présent à vos sensations. Quel goût à l'instant? Qu'est-ce que vous voyez dans l'instant? Qu'est-ce que vous entendez dans l'instant, en dehors de ma voix? Qu'est-ce que vous sentez dans l'instant? Et si vous êtes centré, ouvert et que vous commencez à être curieux au niveau de vos sens, attentif à vos sens, commencez aussi maintenant à vous connecter, et c'est le deuxième C de l'état coach, commencez à vous connecter à votre intention. Vous êtes là. Quelle image vous aviez choisie? Quelles ressources vous avez aujourd'hui en matière d'intelligence collective déjà? Et puis, quand vous avez ce centrage, cette ouverture, cette attention et cette connexion à vos ressources, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui vient? Et là, c'est la capacité à laisser venir et non pas à chercher. Qu'est-ce qui vient?
Eh bien, cette pratique, pour répondre à Christelle, elle est fondamentale chez le facilitateur, mais elle est aussi fondamentale dans la facilitation des équipes. C'est-à-dire que l'État coach, c'est un acronyme, C-O-A-C-H, centré, ouvert, attentif, connecté, hospitalier à ce qui vient. Peu importe comment vous l'appelez, mais c'est en tout cas la capacité du facilitateur à créer chez les participants un état où centré, ils sont présents en eux-mêmes. Et ça, vous le verrez très souvent, vos participants viennent, ils sont soit dans la réunion d'avant, soit dans la réunion d'après, mais pas du tout présents. Donc la capacité à centrer, à inviter vos participants à être centrés en eux-mêmes, c'est revenir à l'intérieur. Et une fois qu'ils sont centrés en eux-mêmes, parce que ce qu'on veut en facilitation, c'est qu'ils proposent leurs meilleures idées, donc il faut qu'ils les sentent, il faut qu'ils les ressentent, il faut qu'ils soient conscients de les avoir, donc il faut qu'ils soient centrés en eux-mêmes. Eh bien, ça génère une possibilité de s'ouvrir à l'autre et d'y être attentif. Qu'est-ce qui se passe? Être attentif à ce que je vois dans le groupe, être attentif à ce que j'entends dans le groupe. Si je ne suis pas présent, si je ne suis pas attentif, il ne va pas y avoir de synergie possible avec les idées des autres. Et enfin aussi, la capacité, quand je suis bien centré, ouvert et attentif, je peux être connecté aussi à l'intérieur de moi et autour de moi avec le groupe, avec l'intention, avec les ressources qu'on a, avec un intervenant qui est venu juste avant. Je me connecte à toutes ces ressources pour que mon inconscient travaille. Et enfin, dans ce contexte-là, peut émerger le H, l'hospitalité à ce qui vient, l'accueil bienveillant à ce qui vient, peut émerger des idées et des possibilités. Donc oui, Christelle, c'est vraiment non seulement une pratique du facilitateur, mais l'important de l'induire et de le suggérer de manière plus ou moins créative auprès de nos participants. Et ce n'est pas... On peut aussi rebondir ce qu'il y avait dans la slide précédente sur cette intelligence somatique, cette intelligence du corps, qui est quelque chose qu'on essaye d'éveiller chez nos participants et qui n'est pas toujours évident, mais se servir de toute l'explication que Jean-François vient donner pour aller vers cette intelligence somatique. Donc ça c'est vraiment le fondamental, c'est un outil vraiment intéressant. Ensuite, partager avec vous un outil avec un comité de direction qui présente, et l'idée c'est on pourrait discuter. Ce qui fait l'outil génératif, c'est qu'on ne va pas discuter seulement. On va donner un contenant aux mots. C'est pour ça que l'outil d'intervision, par exemple, d'intervision générative, on va demander aux gens si vous deviez décrire la problématique en 5 mots, plus ou moins 2. C'est 7 ou 5 mots. 7. Il y a un débat là-dessus. On a assisté à une conférence. Il y a un débat scientifique sur le 5 ou le 7 ou le 9. Ensuite, on va leur demander d'exprimer une image. Et dans un comité de direction, auquel je te réfère ici, je leur ai demandé de dessiner leur comité de direction. Et c'était fascinant de voir toutes les personnes du comité de direction dessiner une équipe de volley, une équipe de foot, et le dirigeant de représenter l'équipe comme un train dont il était la locomotive. Et c'était fascinant à ce moment-là parce que l'équipe a compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ils attendaient un joueur dans l'équipe et ils avaient en face d'eux une locomotive qui les tirait. Et là, il y a beaucoup de discussions génératives qui ont pu naître. Et enfin, je leur ai demandé un geste. Et là, on utilise ce dont André parlait, l'intelligence somatique, parce que parfois, un geste vaut 10 000 mots. Quand vous dites à quelqu'un, exprimez le projet de cette entreprise et qu'il dit ça vaut plus que tous les mots qu'il va pouvoir exprimer à ce moment-là. Parce que ce geste-là, si je le fais, par exemple, et je vais essayer je ne me vois pas tout à fait, alors je vais voir si je le fais bien dans le cadre. Si, par exemple, je fais ça va générer de la résonance chez vous. Ce geste-là, il va avoir une résonance, c'est-à-dire il va créer une émotion, il va créer une sensation, il va peut-être même faire émerger des images. Et ça va devenir la base de la discussion. Elisabeth, André, vous voulez ajouter autre chose? C'est l'idée en fait que quand on parvient à rester dans cet espace de non-sachant et donc à laisser venir,
notre corps, hein, on sait qu'on a 3 cerveaux, le cerveau quelque part, le cœur et le ventre. C'est l'idée que notre corps, c'est avant notre tête. Le problème, la difficulté, c'est que dans notre système d'éducation, surtout occidental, ça va dépendre aussi un petit peu des cultures, on a un peu coupé la tête du corps et on nous a coupé de cette intelligence somatique, émotionnelle, etc. Donc, quand on arrive à réintégrer ça, en laissant venir dans le corps, dans la gestuelle, dans l'image, c'est beaucoup plus puissant. Et par rapport à ce que disait Jean-François, cette idée de 5 mots, pourquoi ? Si les personnes partent dans des phrases, si on les laisse diluer le texte, l'énergie se dilue. C'est comme s'il y avait une concentration qui est là, prête à sortir, et qu'on perd dans du verbiage. La personne elle-même se perd dans des mots. Je suis sûre qu'il y a des moments où vous vous mettez à parler et vous continuez, et vous sentez que ce n'est pas tout à fait ça, et vous continuez, et l'idée se perd. Donc plus on va limiter les mots, plus cognitivement on va monter en puissance sur cette capacité à aller à l'essentiel, à choisir le bon mot et pas trop. Et plus on va laisser la place au corps, à la gestuelle, à l'émotion et à ce qui émerge. Et le corps, c'est avant. Quand il y a un danger, on sait avant. On sait très bien que dans des émergences de phénomènes, on a des alertes avant. L'idée principale, elle est là. André ? Un exemple que j'ai vécu récemment, donc j'étais avec le directeur commercial d'AXA et ses agents généraux, et ils voulaient avoir ce ressenti qui venait d'eux. Enfin, ils voulaient qu'ils s'expriment par rapport à leur relation à AXA, et on était parti pour faire un débat ouvert. J'ai juste proposé en disant chacun d'entre vous va dire 5 mots. Chacun d'entre vous va dessiner comment ils vont avec ça, et chacun d'entre vous va faire le geste. Ça a été très édifiant pour ce directeur commercial qui voulait des remarques techniques, etc. Et j'ai vraiment dit, c'est pas ça. Quels sont vos ressentis, hein? Qu'est-ce que quand vous êtes agent général, parce que sur votre immeuble, vous avez ce logo AXA, bon, quels sont vos ressentis, quels sont les mots que vous avez envie de partager, quelle est l'image que vous avez et quel est le geste qui vous vient. Et ça a été à un moment donné très fort. Le directeur commercial m'a remercié en disant oui, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ce qui a émergé était beaucoup plus grand que ce que j'attendais. D'où l'importance pour nos clients d'être prêts à être surpris. Donc ça c'est vraiment un exemple de l'intervision générative. Elisabeth, tu veux bien nous présenter l'Imagineering ? Oui, alors Christian, on a vu ta question, on va y revenir. L'Imagineering de Disney, hein, stratégie Disney, vous en avez peut-être entendu parler. Là aussi, la force de toute cette approche, c'est qu'on n'invente rien, on regarde ce qui marche chez des personnes et des équipes et on modélise. Et après ça, on est tous en capacité de s'approprier la modélisation. Donc la stratégie Disney, c'est en gros, vous connaissez tous Walt Disney, il y a une partie de rêveur, une phase de rêveur, une phase de réaliste et une phase de critique. Le génie de Disney, sa force, au-delà de passer par nos sens visuels, auditifs et kinesthésiques, c'est que dans une première phase, il amenait ses équipes dans une grande capacité à rêver. Et c'est l'idée que dans une entreprise, dans une organisation, par rapport à un projet, vous allez d'abord les accompagner dans la partie rêve. Après le rêve, on sait bien qu'il y a une phase de réaliste si on veut passer à l'action et réaliser, concrétiser notre rêve. Donc là, on passe dans une phase plus opérationnelle avec les outils classiques, hein, c'est quand, c'est où, c'est avec qui, etc., etc. Et après le réaliste, vous allez enchaîner avec une phase de critique. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre cet objectif, de réaliser cette phase? Est-ce que des personnes, des parties prenantes pourraient être impactées de façon négative, etc. Passer à travers ce processus est très rapide, très génératif. Donc, bien sûr, en amont, on est en état coach. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la question posée, c'est que l'état coach, ce n'est pas une seule fois au début d'un travail en équipe. C'est plusieurs fois par jour et plusieurs fois dans une équipe. Et à chaque fois qu'on peut sentir que l'énergie baisse, qu'on passe en crash ou qu'on est trop dans la tête, on revient à l'état coach. Voilà. Là, c'est pareil, Imagineering, état coach en amont.
on passe dans la phase du rêve. Donc, quand on a la possibilité dans un espace d'avoir 3 espaces, l'espace du rêve, du réaliste et du critique, c'est parfait. Sinon, vous aménagez, vous orientez vos chaises, vos paperboards, votre espace de travail différemment. Si vous ne le faites pas, vous restez ancré dans une position de perception, d'action, mais le fait de changer de position va vous aider à passer, à augmenter cet état de générativité, à accéder à d'autres ressources. C'est Einstein qui disait on ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience qu'il a créé. Et la façon dont je l'interprète, et ensuite je répondrai à la question de Christian, on répondra à la question de Christian, c'est que si le problème se pose à l'échelle cognitive, la réponse n'est pas cognitive. Et donc Disney, pardon, vas-y, je crois que tu avais fini. Non, oui. Je crois que tu avais fini, vas-y. Je disais juste… Disney, en tout cas, c'est un des outils que j'utilise le plus dans les entreprises et dans les organisations, qui est très concret, qui oblige les équipes, quelles qu'elles soient, à réfléchir autrement. Et souvent, par rapport à l'intention qui a été portée au départ, les résultats et la partie réaliste, la partie concrète qui sort, le suivi que les équipes peuvent faire derrière. Chaque fois, j'ai eu de très bons résultats avec la satisfaction des équipes d'avoir travaillé comme ça en 3 phases, dans 3 lieux différents, comme disait Elisabeth, et avec aussi cette idée forte de la 3e phase de Disney qui est critique. C'est seulement quand on a l'intention, quand on a posé les différentes étapes sur le sol, qu'on peut venir avec des critiques par rapport à ce qui a été dit avant, en plus avec le fait que ces critiques sont émises en termes positifs pour faire avancer l'intention et le projet. Donc, un très bel outil, très concret, très apprécié. Juste un détail, André, il y a des problèmes de son parfois. Parfois, on t'entend mal. Enfin, il y a peut-être que moi, et parfois, je pense que… Enfin, peut-être que chez toi aussi. Ça arrive aussi de mon côté. Ouais. Donc, pour répondre à la question de Christian, nous sommes effectivement, nous ne sommes pas tous égaux devant les intelligences multiples. Hein. Les travaux de Howard Gardner sur les 9 intelligences démontrent que nous avons des facilités dans certaines intelligences et moins dans d'autres. Et qu'effectivement, en tant que facilitateur, nous avons des facilités et donc on a aussi des limites dans certaines intelligences et qu'effectivement, ça va induire des effets sur nos propres états coach, nos états crash, notre capacité à faciliter. Et qu'en même temps, on n'est pas condamné à rester avec ces limites-là. Très clairement, moi, je pense que l'intelligence du champ, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. L'intelligence cognitive me vient très vite. L'intelligence émotionnelle, c'est celui que je travaille le plus. Parce que l'intelligence somatique, avec tous les arts martiaux que j'ai fait, j'ai une forme d'intelligence somatique, mais beaucoup moins intuitive. Donc, oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, André et Elisabeth. Qu'est-ce que vous répondriez à Christian ? Globalement, la même chose, c'est-à-dire qu'on pratique, on développe et on s'améliore en pratiquant, ça c'est très clair. Par contre, effectivement, qu'on va partir avec des prédispositions, c'est aussi, voilà, au niveau PNL, on est un peu plus ou visuel, auditif ou kinesthésique, c'est pareil. Voilà, personnellement, je dirais que la partie émotionnelle, intuitive, c'est plus facile. La connexion au champ et cette perception de ce qui se passe là, c'est plus facile aussi. Maintenant, certaines prédispositions, quand elles sont trop poussées, il va falloir apprendre à les apprivoiser, à les tempérer pour ouvrir à d'autres et pour se laisser moins impacter, que ce soit en tant que facilitateur ou même parmi les participants. Parce que parmi les participants, on va avoir des personnes qui sont dans le même profil, qui sont plus dans certaines intelligences et qui peuvent être impactées, déstabilisées. J'ai eu le cas cet après-midi d'une jeune femme qui percevait tellement ce qui se passait dans le champ que c'était très inconfortable pour elle. Donc, en tant que facilitateur, c'est aussi comment j'accompagne ça, comment j'aide la prise de conscience, comment je sécurise le cadre, etc. Donc, c'est non seulement par rapport à soi, et oui, il y a un travail, et c'est par rapport à cette perception du collectif et pour chaque participant. Ça fait la force des groupes, bien évidemment. André, je ne sais pas. Je voulais dire aussi, il existe un questionnaire par rapport à Gardner qui permet d'avoir une première mesure de ces différentes intelligences et qui peut être
aussi utilisé dans une équipe pour faire ressortir les différentes intelligences multiples. André, je viens de mettre le lien dans le chat box. Hein, le lien vers... ouais. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a répondu à ta question, Christian? Oui, magnifique, merci beaucoup. Ok. J'en avais une deuxième qui vient après, mais je ne veux pas monopoliser trop les temps. Ce que je te propose, vous aurez un temps de questionnement après. On termine sur le tétralemme et puis après, on vous laisse la parole. Okay. Le tétralemme, c'est un outil que j'utilise quand des équipes sont en difficulté face à un obstacle et qu'elles ont un doute ou une conviction très forte qui a besoin d'être assouplie. André, tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est un bel outil. C'est un outil puissant qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre aussi, parce que derrière ces outils, il y a souvent des croyances limitantes. Mais bon, la base de l'outil, c'est vraiment par rapport à une affirmation, par rapport à un obstacle, comme le disait Jean-François, cette idée de revisiter cette affirmation ou cet obstacle de différentes manières en le relativant. Donc, le principe du tétralemme, c'est en 4 phases. La première, c'est oui, cette intention ou cet obstacle qui a été dit est vrai. La deuxième posture, c'est non, ce qui a été dit n'est pas vrai. Et alors, les deux derniers qui sont très puissants, ce qui a été dit, ce qui est l'obstacle, est à la fois vrai et pas vrai. Et le dernier, c'est à la fois ce n'est ni vrai ni pas vrai. Donc, c'est une manière de prendre une intention, de prendre un obstacle et de l'imaginer avec différentes postures. Et souvent, aussi bien pour moi en coaching individuel, parce que je le pratique aussi en coaching individuel, que face à une équipe, comme m'a dit Jean-François, ça permet de lever les croyances et de retourner à certaines valeurs qui sont derrière ces croyances. Imaginez, prenez un truc, vous vous dites non, c'est pas possible là, en ce moment. Allez-y, prenez un truc, non, c'est pas possible. Simplement, ça va donner oui, c'est pas possible. Non, ça n'est pas impossible. Oui, c'est à la fois possible et impossible. Et puis, ça n'est ni impossible ni pas possible. Et ça crée un état de confusion qui ouvre des portes immenses à l'émergence. Et ça, c'est un des outils qu'on utilise, encore une fois, dans lequel on utilise l'intelligence somatique. Là, je viens de vous le faire verbalement, ce n'est pas très génératif. Si on avait eu plus de temps à 19h27, je l'aurais fait plus. Mais normalement, on demande à chaque personne de prendre une posture dans un cercle imaginaire où elle va être au centre dans son état coach. À droite, c'est pas possible. À gauche, ça va être c'est possible. Devant, ça va être ça n'est ni pas possible, enfin c'est à la fois possible et à la fois pas possible. Et puis derrière, ça va être ça n'est ni pas possible, ni possible. Donc ça va vraiment créer un état de confusion où le cerveau, et si vous pouvez peut-être l'entendre, parce que peut-être que vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'on est vraiment au cœur de l'exercice, c'est que ce qu'est-ce qu'il raconte ouvre la possibilité d'imaginer autre chose. Et là, ça devient génératif pour la personne qui le pratique. Et personnellement, ce que j'adore dans cet outil, c'est quand vous jouez le rôle, c'est-à-dire que physiquement, vous passez d'une position à une autre, vous êtes tellement déstabilisé, il y a tellement de confusion, comme disait Jean-François, qu'à un moment donné, la réponse, vous ne l'aurez pas. Pas forcément. Mais si vous êtes attentif à votre corps et si vous laissez votre corps vous guider, votre corps va vous amener quelque part dans l'espace et vous allez réaliser que cet espace, il est plus près de telle ou telle posture. Par exemple, ça peut être entre c'est possible et ni c'est possible ni c'est pas possible. Et donc, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais la solution, elle est par là. Et vous pouvez être sûr que dans les jours qui suivent, il y a quelque chose qui va émerger. C'est absolument extraordinaire. C'est vraiment très important. Ça génère des émotions fortes aussi. Hein. Oui. Voilà, en tout cas, ce qu'on avait envie de partager avec vous. Alors, est-ce que ça ressemble à The Work de… Non, c'est bon, tu as la réponse. Ok. C'est un petit peu différent. Est-ce que c'est vrai? Là, on est vraiment dans
dans la contradiction et la complémentarité des postures de vie. Ouais. Donc, voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous avant de parler de comment apprendre et où apprendre ces outils génératifs. Christian, tu avais une question, j'imagine que vous en avez peut-être d'autres, sachant qu'il est déjà 19h30, donc on va faire très très court. Vos questions en 5 mots, non je plaisante. Vraiment, voilà. Quelles sont les questions qui ne peuvent pas attendre et auxquelles que vous brûlez de nous poser, et ensuite on vous dira 2 mots sur ces lieux où apprendre ces outils-là. Il y a une question. J'ai une question, mais j'aurai l'occasion de la poser à une autre occasion, donc je veux bien laisser ma place s'il y a une autre question. Oui. Christian est un ami et un partenaire, donc on a plein d'occasions de se parler. Donc oui, si quelqu'un d'autre a une question brûlante, il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Hein. En fait, c'est pas une question non plus. J'en ai pas. Moi, je n'ai pas, moi. Je peux en poser une. C'est juste une concrétisation. Enfin, j'ai fait mon parcours PNL chez Repère, donc il y a plein de choses qui me parlent. Et ça reprend des éléments du séminaire d'intelligence collective avec Dils, mais ça va quand même un peu plus loin. Et je trouve quand même des réponses et des outils très concrets. Donc, chouette. Voilà, c'était ma question. Merci pour le feedback, Christophe. OK. Question, quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question parce que moi, je ne suis pas coach et ce n'est pas mon objectif non plus de devenir un coach. Les outils, mais je trouve que les outils peuvent être très utiles pour débloquer quelques situations dans mon entreprise, par exemple. Est-ce que moi-même, même si je ne suis pas coach, je peux m'en servir, je peux me servir des outils pour gérer les choses. Il faut forcément être, avoir eu une certification ou avoir suivi la formation. Peut-être ça c'est la prochaine partie de la séance. Je sais pas. André, Elisabeth, vous voulez répondre? Alors moi j'ai une question à te poser, Arturo, c'est que moi ce que j'entends c'est que là tu parles de la formation que l'on propose et pour toi c'est ça être coach ou être coach c'est autre chose et nous c'est facilitateur. Alors j'ai la formation que vous proposez, pour moi, c'est pour devenir coach, non? Et au facilitateur, franchement, je ne suis pas sûr. Enfin, quel va être l'objectif au but de la formation? C'est facilitateur en intelligence collective, donc c'est complémentaire, autre chose. C'est pas coach, littéralement. Ce qui est, enfin en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais une fois qu'on est facilitateur, la posture de coach va être nuancée sur certains aspects, peut-être sur ses dimensions génératives, etc. Ce que disait Jean-François en début de séance à un moment donné, c'est cette notion que quand on travaille sur un objectif déterminé, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait où on veut arriver, on est dans un processus de coaching. Quand on est sur un processus de facilitation, on a une intention, il y a une direction et on est en confiance et à l'aise avec ce qui va émerger et qui n'est pas prévu à la base. Il y a une direction. Par exemple, Disney, c'est grand et ça, Disney, désolé, c'est grand et ça brille. On n'est pas tous Disney, on ne va pas tous dire ça comme ça, mais c'est l'idée, c'est grand, ça brille, bon, on voit le résultat, on voit ce qu'il a réalisé dans cette direction. Dans la direction, par rapport à une intention donnée, il va y avoir un ensemble de sous-objectifs qui vont être accompagnés parfois en processus de coaching. Il y a des moments où, dans un processus d'intelligence collective et de facilitation globale, il va peut-être falloir faire appel à du coaching pour une équipe, pour une personne, ça dépend du contexte. André, Jean-François, à nuancer, à compléter?
Écoute, moi, ce qui me vient, c'est moi ce que j'entends dans ta question, Arturo, c'est la question du facilitateur interne ou du facilitateur externe. Oui, oui, c'est un peu ça, je pense. Oui. Et pour moi, un facilitateur externe, il a un avantage, il en a trois, c'est qu'il est neutre, il est indépendant et il est impartial. Et quand tu es toi-même, comment dire, membre de l'entreprise ou de l'organisation, ta posture n'est plus neutre du tout, puisque tu es employé par l'entreprise. Elle n'est pas indépendante parce que tu as un commanditaire qui te dit il faut qu'ils atteignent l'objectif. Hein. Et donc, tu ne peux pas non plus être impartial en disant non, mais ce résultat-là, ce n'est pas ça qu'on veut. C'est pas... Donc, la posture de facilitateur externe, elle a beaucoup d'avantages et parfois, dans des enjeux très, très élevés, c'est mieux de faire appel à un facilitateur externe. Maintenant, il y a des outils qui sont des outils de la facilitation générative que tu peux utiliser en tant que manager auprès des équipes, simplement en étant conscient de ces limites-là. Et c'est important pour les équipes d'être repérants en disant là, j'enlève ma casquette manager, là, je mets ma casquette facilitateur et je vais utiliser cet outil-là. Mais c'est, à mon avis, dans des niveaux d'enjeu moins importants où justement le facilitateur externe avec sa neutralité, son indépendance, son impartialité vont faire qu'il n'y a pas, si tu veux, chez les participants, il n'y a pas cet enjeu caché de dire ouais, mais de toute façon, il est payé par la boîte, il est payé par son directeur et en fait, il va obtenir quelque chose de. Nous, on a, en étant indépendant, neutre et impartial, une vraie valeur ajoutée à cet endroit-là. Parce qu'il n'y a pas de doute possible. Parce que très souvent, d'ailleurs, ça m'arrive de refuser des missions en me disant non, mais je veux qu'ils atteignent ce résultat-là. Je dis bah, alors, ce n'est pas un facilitateur que vous avez juste du management à faire. Mm-hmm. Oui, alors, oui, merci. Et ça m'a aidé à comprendre la différence et aussi, comme tu dis, les avantages les avantages d'un facilitateur externe. Mais aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui est manager d'une équipe qui n'utilise rien, hein, aucune. Il a une grosse marge de progrès, il peut les utiliser. C'est ça, on peut ça. C'était ça les fonds de ma question, c'est que aujourd'hui, on est en train de manager sans avoir un cadre. Et là, même si, comme tu l'as dit, on peut être biaisé, si on utilise, même en étant un facilitateur interne, même si on va être biaisé par définition, par la nature de notre position au sein de l'entreprise, mine de rien, c'est quand même on va avoir un cadre en plus. Mais après, je pense qu'il faut l'adapter, non? Enfin, c'était ça un peu mon… Complètement. Et je pense, pour aller dans ce sens-là, qu'on commence, les coachs internes existent maintenant dans les entreprises et la prochaine étape, ça commence à se faire de plus en plus, c'est les facilitateurs internes en entreprise. Si je peux rajouter quelque chose, à mon sens, ce qui libère à ce niveau-là, c'est justement, en tant que personne, manager ou autre, interne, de se sentir totalement libre et aligné. C'est-à-dire, par l'exemplarité, si tu es vraiment aligné avec une intention authentique, transparente et qu'il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas d'implicite, que l'intention est positive et élève de façon globale, ça va marcher. C'est-à-dire que même s'il y a des méfiances, s'il y a de la résistance ou si tu arrives à tenir le cap en toute authenticité et à générer ça autour de toi, à te sentir libre en fait, tout est là et c'est peut-être c'est peut-être l'enjeu, le challenge le plus difficile. Ma croyance, c'est qu'il y a des conditions qui peuvent faire que ça marche. Maintenant, avoir cette liberté, c'est aussi être en capacité d'en payer le prix, d'en supporter le prix. Voilà. Mais ça, oui, c'est… bien sûr. Parce que moi l'autre chose, c'est que vous aviez parlé d'obstacles, non? Et les outils génératifs, justement, pour gérer ces obstacles d'une façon, c'est comme ça que je l'ai compris, d'une façon plus ouverte, plus collaborative. Oui. Et nous, au quotidien, on fait face aux obstacles tout le temps. Oui. Mais je pense que si on utilise les outils, on va pouvoir trouver des solutions meilleures et surmonter ces obstacles
compliqué si on n'utilise rien. Voilà, c'est un peu ça. Mardi soir, je donnais un webinaire à des gens qui font cette formation en Suisse, à Neuchâtel. Et on avait un manager qui est servant leader, scrum master, black belt, enfin, tous des trucs d'agilité. Et il nous disait, c'est l'outil, il y a un outil auquel on pense, Elisabeth et André, qui est bienvenu, c'est intéressant. Il dit, la façon que j'ai appris de gérer les obstacles, on ne me l'a jamais appris, même si je suis ceinture noire Scrum et en agilité, on ne m'a jamais appris à gérer ça comme ça. Il dit aujourd'hui, ça a changé ma façon de manager mes équipes. Donc, tout à fait, ces outils-là sont aussi efficaces et puissants par rapport à ça. Et je vois Claire qui dit génératif s'appuie toujours sur des obstacles. C'est dans la mesure, c'est vraiment les principes qu'il y a derrière. Dans la mesure où on va donner une direction, l'opposé va être présent. Donc, si on veut aller vers la lumière, l'ombre va arriver. Si on veut aller vers la réalisation, la résistance va arriver. C'est de la cinétique, c'est de l'énergie. Si je mets de l'énergie dans une direction, il va y avoir une réaction dans l'autre sens. C'est presque physique, c'est mécanique, et c'est vrai aussi dans les dispositifs de facilitation. Et l'obstacle, ce n'est pas forcément le gros obstacle, le gros truc. Hein. Ça peut être un mal-être, une perception, quelque chose qui chiffonne un petit peu à un moment donné. Et par exemple, le tétralemme, quand on dit, c'est hyper puissant, tout à l'heure on disait, au niveau de la structure profonde, les paradoxes s'effacent. C'est que si on reste à la structure de surface, par exemple, dans un obstacle, je pense noir, tu penses blanc, on n'est pas d'accord. Si on descend sur cette structure profonde, j'ai peut-être raison de penser blanc, tu as peut-être raison de penser noir, et puis voilà, les deux pôles inverses. C'est à ce niveau-là qu'on va traiter l'obstacle différemment, par exemple. Donc, on le transforme, et donc il y a des ressources, et donc il y a une émergence, etc. Les compétences en facilitation sont de toute façon utiles pour les managers. D'accord. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure d'état génératif. Un jour, j'ai coaché un dirigeant qui vient de devenir vice-président d'ailleurs récemment, et il a mis en place la météo en début de réunion. Simplement demander aux gens comment vous allez en un mot, en deux mots. Il dit ça a changé la dynamique du groupe. C'est simplement le fait de les gens sont là et les gens ont l'impression qu'on s'intéresse à eux. Et André, tu voulais ajouter autre chose, je vois. Micro? Oui. Non, pour moi, c'est complet. Je dis je voulais revenir sur ton mode exponentiel de tout à l'heure en disant plus le groupe prend conscience de ses obstacles, plus il apprend à les relever et résoudre, plus ça viendra facile et on voit vraiment une progression exponentielle du groupe à oser aller dans les obstacles et les lever. C'est quelque chose qu'on voit de toute façon dans le coaching génératif, dans la facilitation générative, c'est qu'elle débouche de toute façon sur une pratique et une discipline, des petits gestes, des petits outils au quotidien pour que les équipes intègrent les changements qui ont émergé durant la facilitation. Ça fait vraiment partie de tous ces processus. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois en facilitation que c'est acquis et que c'est définitif. Donc, il faut mettre en place un plan d'action, une discipline pour que les équipes intègrent. Par exemple, il y a une entreprise franc-comtoise qui change de valeur ou qui fait évoluer ses valeurs. Eh ben, on a 2 jours pour travailler dessus comme lancement. Mais si ça s'arrête là, il ne va rien se passer. C'est quelle discipline l'entreprise met en œuvre pour quotidiennement faire vivre ces nouvelles valeurs, en parler, générer de la résonance, générer de la synergie, générer de l'émergence autour de ces valeurs dans le quotidien. Donc, dépasser l'obstacle, oui, mais ça passe aussi ensuite par une discipline de la pratique. Bon, c'est passionnant tout ça. Je sais qu'on est en train de déborder de quasiment 15 minutes. Je vous prie de nous excuser. On ne vous parlera même pas de la formation. Vous auriez pu apprendre. Les personnes qui souhaitent recevoir le PowerPoint et la présentation de la formation, donc cette formation, c'est la formation SFM2 de facilitateur en intelligence collective. Claire l'a suivi, Elisabeth, André et moi l'avons suivi. Voilà, c'est pour avoir plus de renseignements sur ça. On commence en juin. C'est sur 6 jours, c'est avec 4 webinaires. Et si vous êtes intéressé, revenez vers nous, on vous enverra la présentation et puis on prendra un moment personnalisé au téléphone pour discuter de votre projet et voir si ça vous intéresse. Et merci Claire, ça a été un grand apport sur mon chemin de facilitatrice.
Top. Merci Claire. Une fan, merci. Authentique. Un mot de conclusion, André, Elisabeth? Moi, c'est très simple, je veux le partager avec tout le monde. C'est joyeux anniversaire, André, ça en fait 3. André, un mot de conclusion? Heureux d'être avec vous à ce moment charnière. Bon, voilà, j'avais dit que j'avais cette intention de joie et je l'ai vu et je l'ai partagé avec vous et j'ai ce ressenti intérieur de joie de manière somatique. Merci. Okay. Et pour la petite histoire, c'est sa journée spéciale d'anniversaire. Il a fait une parenthèse. Il a négocié une parenthèse pour être avec nous ce soir. Moi, mon mot, ce sera le mot qui me vient, c'est élan. Donc voilà. Et pour vous maintenant, si on devait continuer, s'il y avait un geste de conclusion de ce webinaire, on va continuer sur les outils génératifs. Quel serait votre geste de conclusion de ce webinaire? Ah, merci Christelle. Qui d'autre? Merci. Qui continue? Alors, c'est sûr, ceux qui n'ont pas de caméra, c'est beaucoup plus dur. Donc, ça peut peut-être plutôt être un mot pour conclure cette journée, ce webinaire, pardon. Florence, Solange, Sandrine, Arturo. Pour moi, c'est 2 mots. Début de la lumière. Début de... Merci. Merci Florence, merci infiniment. Joyeux anniversaire et spirale vers le haut pour Florence. Avant de partir, excusez-moi, contexte RGPD, si vous voulez rester sur nos listes de diffusion, merci de mettre un petit oui dans le chat. Voilà, comme ça nous permet d'être à l'aise avec ces exigences pénibles. Okay. Merci Florence. Bon. Merci Claire. Voilà. Merci Christian. Voilà. Est-ce que tous ceux qui ont voulu participer à travers le chat, à travers la vidéo, c'est bon? Bye bye. Bon, merci à tous pour votre présence et à très bientôt. Merci.